ce troisième webinaire Impact Recherche. Soriane Franqui, je suis directrice en charge du pôle talent attractif et de la DERFI et je suis ravie d'introduire cette troisième édition de ce webinaire. Donc, juste pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer à cette session, il s'agit d'un webinaire scientifique qui a pour objectif de repartager avec vous les résultats à forte valeur ajoutée qui sont menés au sein de la PHP par les équipes de recherche. Peut-être avant de céder la parole aux invités de cette nouvelle édition, nous souhaitions juste repartager avec vous une petite information d'actualité. Hop, j'affiche la diapo concernant la deuxième édition des prix scientifiques dont l'appel à candidature vient tout juste d'être lancé et avec un délai de soumission des dossiers au vendredi 3 mai 2024. Et juste en quelques mots, il est porté par le conseil scientifique de la Fondation de la PHP et propose trois prix, le Grand Prix, le Prix Avenir, le prix Horizon. On vous a remis pour info quelques éléments sur les lauréats de l'année 2023, ainsi que le calendrier et les détails pour postuler. Donc, cela étant dit, je vous propose maintenant en quelques minutes de vous redonner un peu le mode d'emploi du webinaire. Donc, c'est un webinaire qui se décompose en 2 fois 30 minutes avec 15 minutes de présentation de la part de nos deux invités et 15 minutes de questions-réponses. Vous avez la possibilité de répondre directement aux questions, de poser directement vos questions dans l'onglet en haut à gauche Q&R. Il suffit de cliquer dessus et de pouvoir taper vos questions et ensuite elles s'afficheront au moment de la session dédiée. Également, vous rappeler que c'est intéressant que vous puissiez participer au questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse être en amélioration continue sur ce webinaire. Et sans plus attendre, donc j'introduis le professeur Jean-Sébastien Hulot qui va nous parler des résultats de l'étude Préfica et qui sera suivi de l'intervention du professeur Marie Courbebès qui nous présentera les résultats de l'étude Vitalier. Professeur, je vous laisse reprendre la main sur le partage d'écran. Bon, ben écoutez, merci pour cette invitation, bravo pour cette initiative. Je crois que c'est la troisième fois que ça se fait, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je pense que les programmes sont faits en fonction des publications récentes. Alors, je ne suis pas l'investigateur de Préfica, mais effectivement, on a utilisé une partie des échantillons en collaboration avec Jean-Jacques Mercadier et Damien Levar, voilà, que je cite, puisque c'est eux qui ont mené cette étude. Mais je vais vous montrer des résultats qui y sont liés. Et on va parler ensemble un peu de fibrose d'organes et fibrose cardiaque, qui est un des thèmes que l'on développe dans mon équipe de recherche, donc qui est à la fois sur l'hôpital Pompidou. Alors, je ne sais pas si c'est une session spéciale Pompidou, puisque Marie Courbebès, qui va parler après moi, est aussi sur Pompidou, et au centre de recherche cardiovasculaire qui s'appelle le Parc, qui est attenant à l'hôpital. Alors, pourquoi on s'intéresse à la fibrose cardiaque? En fait, la fibrose d'organes, et notamment du foie, du rein et du cœur, est très prévalente. Vous voyez ici à gauche une estimation qui a été faite assez récemment sur l'incidence de fibrose, notamment sur ces organes, avec des manifestations sémiologiques assez diverses. Mais vous voyez que sur le foie, le cœur et le rein sont finalement un phénomène physiopathologique qui est très fréquemment rencontré dans un certain nombre de maladies différentes. Et pourtant, on n'a pas aujourd'hui de traitement particulier qui cible ce phénomène, qui est responsable d'une destruction globalement fonctionnelle de l'organe et qui représente donc un enjeu médical aujourd'hui sans réelle stratégie thérapeutique. Alors c'est un truc un peu mode parce que la fibrose aussi d'organes du poumon qui est représentée ici, hein, notamment à la suite du Covid, a amené aussi un certain nombre ou un certain élan sur cette recherche qui, chez nous, qu'on menait depuis un certain temps. Alors, dans le cœur, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça vient aussi d'évolution d'imagerie et de capacité de mieux caractériser cette fibrose. Vous voyez notamment par l'IRM et le développement au niveau cardiaque une technique où avec l'injection de dotarème ou du gadolinium, hein, donc en produit de contraste en fait, et une petite attendre, on appelle ça donc en fait le LED gadolinium enhancement. En fait, la fibrose et donc l'ensemble de la matrice extracellulaire déposée est capable de fixer ce marqueur et ça fait des taches blanches. Alors je ne sais pas si quand je bouge la souris, tout le monde voit ma souris et je ne sais pas si c'est utile. Vous pouvez me confirmer?
Alors, je ne crois pas qu'on... Ah si, on la voit, c'est Alors, bon. on la voit. Bon, voilà. Oui, Donc, vous oui. voyez ces petites, voilà, parfait. Donc, vous voyez ces petites taches blanches, par exemple, ici, cette zone blanche, ou ici, ça, c'est particulièrement pathologique. Normalement, le myocarde, ça doit être tout noir, comme on voit ici. Ici, on voit une tache. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait comme ça des endroits qui peuvent signifier une augmentation anormale de fibrose qui va venir au sein des cardiomyocytes, on va en parler, et qui peut être, vous voyez, soit diffuse, soit très focale, très régionale. Donc, ça peut être assez divers. Mais ce qui est vrai, c'est que autant, et ça va être le modèle que je vais utiliser et dont on va parler, on imagine bien que dans des modèles d'infarcissement et d'infarctus, quand le tissu est nécrose, il est remplacé par la fibrose, donc c'est logique. Mais au-delà de ça, et vous voyez ici les données qui sont représentées à droite, la présence de fibrose sur ces examens est toujours en fait un marqueur d'un plus mauvais pronostic chez les malades, et ceci, quel que soit leur niveau de fonction ou quelle que soit leur origine, y compris dans des formes non ischémiques. À tel point que dans la dernière recommandation de la Société européenne de cardiologie, en cardiologie on suit très souvent donc en fait les recommandations de l'ESC, et bien dans la recommandation de prise en charge des patients avec cardiomyopathie, la présence de fibrose doit être recherchée et guide en fait pour repérer les patients à plus haut risque et donc éventuellement faire de la prévention notamment du risque d'arythmie, puisque cette infiltration de fibrose au sein des myocardes et bien souvent va être un facteur déclenchant ou en tout cas favorisant la survenue d'arythmies cardiaques potentiellement létales. Alors donc, ok, donc on voit que c'est fréquent, on voit que finalement c'est grave, mais pourquoi on n'a rien pour lutter contre cette fibrose? Eh bien, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que finalement la fibrose, ça ne veut pas dire grand-chose, on devrait plutôt dire les fibroses. Vous avez ici un petit schéma qui vous montre ça, c'est-à-dire que si on prend à droite la fibrose de remplacement dont je parlais va être assez logique, c'est souvent même les modèles qu'on a utilisés. Il y a une perte de cellules, il faut bien les remplacer. Dans le myocarde, la solution la plus active, la plus rapide pour éviter qu'il y ait une rupture en fait, du muscle cardiaque qui est soumis à une contrainte hémodynamique et physique forte, c'est d'activer les fibroblastes et de faire de la fibrose de remplacement. Mais on sait aussi qu'il y a de la fibrose périvasculaire autour des vaisseaux qui peut être aussi très délétère. Et on sait aussi maintenant qu'il y a aussi de la fibrose qui est dite interstitielle, c'est-à-dire entre les cardiomyocytes. Cette fibrose ou cette activation du fibroblast vient augmenter en fait la distance entre les cellules qui doivent être normalement bien jointes et peut ensuite amener aussi à une relation du fibroblast et au cardiomyocyte et à sa perte et à la nécrose ou en tout cas des anomalies au niveau de la cellule cardiaque. La deuxième grande raison, c'est finalement quelle est la source de cette fibrose. C'est logique de se dire que le cœur ayant déjà des fibroblastes résidents, c'est probablement eux qui se transforment en myofibroblastes et qui font de la matrice extracellulaire. Mais les données en fait des dernières décennies, on va dire des années 2005 à 2015, ont montré qu'il y avait d'autres mécanismes qui pouvaient amener et d'autres sources cellulaires de fibroblastes, soit par de la transformation de cellules endothéliales ou épicardiales qui sont capables en fait de venir épicardiques, pardon, qui sont capables de venir se transdifférencier en fibroblastes, des cellules circulantes de type hématopoïétique mésenchymateuse, ça a été évoqué, des cellules périvasculaires, ça a été très bien démontré qu'il y a un certain nombre de cellules dans l'adventice qui peuvent aussi se retransformer en fibroblastes et contribuer à la fibrose, et puis un certain nombre de cellules stromales ou progénitrices. Et c'est en fait la base de notre étude, c'est une découverte très fondamentale en 2017 d'une population de cellules stromales, donc qui sont en fait voilà, exprimées entre les cardiomyocytes, des petites cellules qui ont plutôt des capacités, ou en tout cas qui ressemblent, on va dire, à des cellules souches adultes. Donc, elles sont probablement réminiscentes de notre vie embryonnaire, elles attendent, elles ne sont pas très nombreuses. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elles étaient capables, et souvent ces cellules aiment beaucoup l'hypoxie, de répondre en fait à l'ischémie, au choc hypoxique en se mettant à proliférer, en migrant au niveau de la cicatrice et de l'endroit où se trouve l'infarctus, et en faisant des études de traçage de la destinée de ces petites cellules, puisqu'elles expriment un marqueur qui s'appelle PW1, on était capable d'avoir un certain nombre de marqueurs qui vont nous permettre de suivre leur destinée. On s'est rendu compte qu'environ 20% des fibroblastes qu'on retrouvait dans la cicatrice de l'infarctus provenaient de ces cellules. Donc ça, c'était déjà une preuve que voilà, il y a une diversité des sources de fibrose. Et la deuxième chose qu'on a suivie par ailleurs, c'est qu'on s'est rendu compte que ces cellules expriment notamment des intégrines à leur superficie, des intégrines notamment alpha-V, CD51, qui sont connues et maintenant démontrées dans d'autres organes, notamment le foie, le poumon, pour être impliquées dans des voies profibrotiques.
globalement, pour faire simple, par l'activation des voies TGF-bêta, donc qui est un grand médiateur de l'activation des fibroblastes et de la fibrose. Et une des premières pistes qu'on poursuit d'ailleurs est en fait d'essayer de cibler avec ces anti-intégrines anti-alpha V, anti-CD51. Alors c'est un petit peu plus compliqué, on pourra en parler, ça peut faire des dimères avec des sous-unités bêta, mais en tout cas essayer d'utiliser ça pour limiter le développement de la fibrose. Et vous voyez que dans des premiers un autre papier, une autre publication sur des expérimentations animales chez la souris avec un modèle d'infarctus. Ici, un produit qui était initialement destiné à viser anti-oncologique, qui est un anti-CD51, une anti-intégrine, permettait de réduire le développement de la fibrose au niveau de l'infarctus et à distance, d'améliorer la fonction cardiaque et paradoxalement de diminuer en fait la survie. Je dis paradoxalement puisque de la crainte, comme je le disais précédemment sur la fibrose cardiaque, quand on la diminue, c'est souvent d'arriver à la rupture ou en tout cas d'empêcher une cicatrisation correcte du cœur. Donc voilà une première piste et un premier développement qu'on poursuit sur une collaboration avec une société qui s'appelle Plion Thérapeutique. Alors, j'en viens maintenant au papier qu'on a publié l'année dernière. Lorsqu'on montrait ces résultats-là, souvent, l'une des critiques qu'on avait en congrès par nos collègues, enfin une critique ou une remarque qui était tout à fait juste, c'était de dire, mais finalement, bon, pourquoi la nature aurait besoin d'inventer et d'avoir d'autres cellules si elle a déjà son contingent de fibroblastes résidents? Votre histoire est jolie, mais vos 20%, est-ce que c'est vraiment transformant? Et c'est vrai que quand on regardait en fait bien les coupes histologiques, on voyait que nos cellules étaient toujours positionnées à proximité des fibroblastes. Certaines s'étaient transformées en fibroblastes, mais il en restait beaucoup qui étaient voilà, dans le voisinage immédiat des fibroblastes, mais sans être transformées en fibroblastes. Et on s'est dit peut-être qu'elles sont là plutôt pour être orchestratrices de la réponse et de la fabrication de la fibrose, et peut-être qu'elles vont parler aux fibroblastes en sécrétant un certain nombre de facteurs activants et donc en ayant une action potentiellement paracrine sur ces cellules. Alors donc c'est donc le papier qu'on a publié l'année dernière dans Circulation, et donc je vais vous montrer les principaux résultats. C'est un papier très translationnel puisqu'on va partir d'observations chez l'animal pour aller donc effectivement chez l'homme dans une sous-étude de l'étude Prégica. Donc la première chose qu'on a faite, c'est comme on avait nos souris avec un marqueur, on était capable d'isoler ces cellules à partir des animaux. Donc vous voyez que là c'est très expérimental. On a pris en fait en gros, pour faire simple, nos cellules qui expriment notre marqueur ou pas, et dans des conditions normales ou après un infarctus. Donc ça fait 4 groupes et que vous voyez représentés en bas. Donc SHAM, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infarctus. MI, c'est en anglais pour dire myocardial infarction, et nos cellules PW1. Et donc, vous voyez bien ici que c'est dans la condition PW1 plus et MI que lorsqu'on prend les surnageants de nos cellules et qu'on les met sur des fibroblastes, eh bien, on voit une augmentation très significative et une mise en prolifération de nos fibroblastes en réponse à ce surnageant. Ce qui veut bien dire qu'il est enrichi avec des facteurs pro-prolifératifs. Alors ensuite, et là c'est 4 figures du papier que je vous résume en une diapositive, ceux que ça intéresse, je vous incite à les regarder. Pour faire simple, on a souhaité, on voulait vraiment regarder et comprendre quels étaient les facteurs qui composaient ces surnageants. Donc on a fait de la transcriptomique un peu inverse, où en fait on a lu, si vous voulez, à partir d'un séquençage ARN, l'ensemble des transcrits qui étaient présents ou exprimés par nos cellules dans les deux conditions. On a regardé ceux qui étaient surexprimés. On a déduit par en fait de la bioinformatique in silico et donc par le biais d'algorithmes où est-ce que c'est transcrit, pourquoi il code et quelles étaient potentiellement des protéines codantes qui pouvaient être sécrétées. On a validé ça dans les animaux, chez les animaux, on avait 12 candidats à la fin. On a cloné tous ces gènes, on les a retransfectés pour avoir des surnageants enrichis spécifiquement avec la protéine d'intérêt qu'on a remis sur des fibroblastes. Et donc j'en viens au fait, il y a un des composés qu'on a identifié. On avait 3 candidats, mais donc le premier, voilà, c'est celui-là. Il s'appelle GDF3. Il nous a tout de suite intéressés pour en fait 3 raisons que je vais vous expliquer. Le premier, c'est qu'il était membre de la famille des TGF-bêta. Donc, comme je vous ai montré avant, on avait déjà en fait une histoire sur cette voie TGF-bêta, et donc c'était concordant avec ce qu'on connaissait. Il a une signalisation par le biais de récepteurs ALK qui étaient aussi liés dans la littérature à la fibrose, donc c'était intéressant. Il est très peu exprimé en fait dans le cœur normal. Vous voyez ici dans le cœur normal de souris une expression quasiment nulle chez les chams, donc chez les animaux normaux. Par contre, massivement surexprimé
au niveau de la protéine ou au niveau du transcrit d'ARN messager dans le cœur infarci, donc quelque chose qui est vraiment est très très net comme ça, forcément était très intéressant. Et puis un facteur de prolifération sur les tests que j'ai résumé ici sans vous montrer tout le détail, majeur, puisque on saturait en fait globalement nos systèmes lorsqu'on met GDF3 sur les fibroblastes, ils se mettent à proliférer de manière majeure. Donc ça, c'était tout de suite deux pistes très intéressantes. Mais la troisième qui a été aussi assez fascinante, c'est qu'on s'est rendu compte que ce facteur, il circule et qu'on pouvait le retrouver dans le plasma de nos souris après l'infarctus. Il y a une petite sécrétion de base, vous voyez, donc en fait ici, ça peut poser autour de 500 picogrammes par millilitre, mais vous voyez, dans les 2 jours qui suivent l'infarctus de myocarde, on retrouve des taux circulants plus élevés, puis ensuite ça se renormalise en à peu près 7 à 14 jours. Évoquant donc le fait que cette surexpression locale, probablement en réponse et en traduisant la suractivation de la réponse fibrotique, pouvait peut-être se voir à distance sur un dosage sanguin. Donc là, on est passé chez l'homme. On a commencé déjà à regarder en fait sur une première biocollection si on le retrouvait bien, et on voyait qu'effectivement on pouvait le retrouver aussi circulant chez l'homme avec une grande variabilité. Et donc, on a travaillé sur cette étude qui s'appelle le Prégica, une sous-étude en fait de Prégica, qui est un plus grand registre de patients avec un premier infarctus pris en charge dans les 24 premières heures après leurs symptômes et traités par angioplastie coronaire. Pourquoi une sous-étude? Parce qu'ici, il y avait vraiment une originalité très importante de cette étude. C'est le fait qu'à J4 de l'infarctus, un prélèvement sanguin a été fait avec une première IRM cardiaque, puis 6 mois après, une deuxième IRM cardiaque a été faite. Donc vraiment une évaluation très très fine de la cicatrice et du remodelage qu'on appelle, donc de la réaction de l'ensemble du myocarde à cet infarctus. 83% d'hommes, c'est souvent le profil typique qu'on a, 58 ans de moyenne d'âge, des facteurs de risque associés, des gens qui ont été vus dans les 5 premières heures, c'est une étude nationale, avant l'angioplastie, et dans 65% des cas, c'était l'artère interventriculaire antérieure qui était responsable. Alors, on a regardé dans un premier temps les patients qui étaient dits remodeleurs versus ceux qui ne sont pas remodeleurs, c'est-à-dire ceux qui en fait vont avoir une cicatrice et puis une dilatation de leur cœur. C'est un critère classique reconnu en cardiologie qui montre que votre cicatrisation post-infarctus n'est pas très très bien faite. Et quand on a regardé ça, donc vous voyez ici le tableau des caractéristiques des patients, j'en ai parlé un petit peu, mais vous voyez que l'un des facteurs qui sort significativement, c'est GDF3. Les taux chez ces remodeleurs sont plus élevés que chez les non-remodeleurs, à peu près 1100 pour 1360 chez les remodeleurs. Donc, en termes de taux sanguin mesuré 4 jours après l'infarctus. Et donc, voici ce que ça donne ici sur la représentation. On a une courbe ROC qui est significative à la limite, c'est une petite étude à 80%, à 80 patients, pardon, avec un cut-off qu'on a déterminé aux alentours de 1375. Une corrélation avec en fait la taille de l'infarctus, modeste mais significative. Et donc, effectivement, ça colle assez bien avec notre hypothèse que ce GDF3 est plus ou moins sécrété en fonction justement de l'orage provoqué par l'infarctus. Un gros infarctus, vous allez probablement avoir beaucoup de réactions de vos fibroblastes et une nécessité de faire beaucoup de fibrose et donc avoir beaucoup de GDF3 circulant. Lorsqu'on prend ce cutoff et que maintenant on regarde donc à J4, on mesure et on regarde 6 mois après ce qui va se passer sur les IRM, vous voyez qu'il y a deux résultats qui sont vraiment intéressants et importants ici. Donc, la dimension diastolique du ventricule gauche est plus élevée, significativement plus élevée chez les gens qui ont des taux élevés. Mais ce qui est important et intéressant, c'est que vous voyez en fait qu'il y a une valeur prédictive négative qui est très importante parce que chez ces gens avec des valeurs élevées, la valeur normale d'une fraction d'éjection, donc le fonctionnement normal d'un cœur, c'est au-dessus de 50%. Et vous voyez que chez les gens qui ont des valeurs basses, il y a une disparité importante, une variabilité avec beaucoup de gens qui, 6 mois après, ont récupéré une fonction normale, d'autres qui n'ont pas récupéré. Chez les gens qui ont un taux élevé de GDF3, vous voyez que les points sont absents dans cette zone ici de normalité de la fraction d'éjection, comme si eux n'avaient pas bien cicatrisé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une augmentation significative du nombre de segments akinétiques, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de muscles. C'est un remplacement par un gros patch de fibrose qui s'est fait à la place et qui donc valide complètement notre hypothèse et donc fait de GDF3 à ce stade un biomarqueur intéressant puisque pouvant être dosé précocement,
pour prédire à 6 mois potentiellement des gens qui vont mal récupérer post-infarctus. Donc voici en fait une overview qui vous redonne l'ensemble des éléments que je viens d'expliquer sur la sécrétion de ce facteur, son identification, son effet pro-prolifératif et puis donc ses effets potentiels identifiés dans cette cohorte de Prégica. Donc voilà où on en est. On est en train de regarder maintenant si ces taux circulants peuvent être prédictifs des événements cliniques après infarctus. Donc bien sûr, notamment le fait de faire de l'insuffisance cardiaque après infarctus. Donc là, il faut des puissances et donc des cohortes un petit peu plus grandes. On est en train d'y travailler. Et puis forcément, ces résultats nous ouvrent aussi une perspective que ce soit pas seulement un biomarqueur, mais potentiellement une cible. Et donc, on est en train, avec un soutien de l'Université Paris-Cité, de faire un anticorps neutralisant anti-GDF3, dont on peut espérer qu'il pourrait potentiellement être un nouveau type de thérapie antifibrosante. Voilà, je remercie tous les gens qui ont travaillé dans mon laboratoire, qui sont ici entourés en photo au parc, et puis donc au CIC, les gens de l'étude Prégica, donc Jean-Jacques Mercadier, Damien Lojar, Marc Sirol et Barnabas Guélem, l'ensemble de nos collaborateurs, et puis les gens qui ont financé ces projets qui, vous voyez, s'étalent sur en fait plusieurs histoires et plusieurs années. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais être ravi de répondre à vos questions-réponses. Merci beaucoup, professeur. Alors, pour l'instant, on n'avait pas encore de questions posées le temps de la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? N'hésitez pas, c'est dans la rubrique Q&R, donc en haut à droite de l'onglet Conversation. Alors, on en a une, je ne sais pas si vous la voyez, Soria, ou pas. Allez-y, Jeanne, reprenez la main. Donc, Jeanne Pontoiseau, chargée de com, qui contribue activement à faire de ce webinaire une réalité. Bonjour. Alors, on a une question de Nicolas qui demande, il y a des facteurs environnementaux qui modifient l'impact des variations génétiques sur la progression envers l'insuffisance cardiaque après un infarctus du myocarde? Environnementaux, on va dire que, enfin, je ne sais pas exactement, souvent chez nos patients, dans les facteurs clés, c'est quand même très souvent le tabagisme, la dyslipidémie, le diabète et puis une partie de surpoids. Donc ces facteurs-là, effectivement, ont été testés, mais ne sont pas vraiment prédictifs de votre cicatrisation post-infarctus comme on l'a testé ici. C'est plutôt prédictif de la survenue de l'accident, pas vraiment de la façon dont vous allez réagir après votre accident. La prise, je ne l'ai pas dit aussi, mais bien sûr, un autre facteur, c'est les traitements. Tous ces patients, en tout cas dans l'étude qu'on a menée, étaient très bien traités en post-infarctus. Hein. Ils avaient tous des antiagrégants, des traitements bêta-bloquants. Ils avaient vraiment la panoplie de traitements de manière identique dans l'ensemble des patients. D'accord, merci. On a une question de Mariana qui demande, pourriez-vous repréciser ce qu'est une fibrose de remplacement? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on sous-entend par fibrose de remplacement, c'est lorsqu'il y a une nécrose tissulaire, et d'ailleurs c'est vrai dans plusieurs organes, donc lorsqu'il y a une perte des cellules qui composent l'organe voilà, essentiel, donc dans le cœur c'est des cardiomyocytes, c'est-à-dire les cellules musculaires cardiaques, lorsqu'elles disparaissent, il faut les remplacer par quelque chose. Donc le prototype, c'est effectivement l'infarctus du myocarde, puisque l'infarctus, vous avez une ischémie par un vaisseau qui est bouché, vous n'avez plus du tout d'arrivée d'oxygène et de nutriments, donc la cellule va en fait mourir, et donc cette cellule, dans le cœur, il faut qu'elle soit remplacée. Donc c'est ça qu'on appelle la fibrose de remplacement. Par opposition à la fibrose interstitielle, qui est plus une fibrose réactionnelle, de réaction à une inflammation ou à d'autres stimulus, qui, elle, va venir se mettre plutôt entre les cellules normales, qui, du coup, vont plus être normales puisqu'elles sont poussées par la fibrose. Vous voyez, donc c'est ça, en fait, les deux grands types de fibrose aujourd'hui, ou en tout cas la façon dont on le considère en cardiologie. Ok, on a une troisième question, toujours de Nicolas. Comment les études sur les gènes candidats pourraient-elles être traduites en pratique clinique pour améliorer la prise en charge des patients après un infarctus du myocarde?
Alors, donc là, je vous ai montré les résultats sur GDF3. Il y avait effectivement 2 autres gènes à l'intérieur qu'on n'a pas encore pour l'instant exploité pour des raisons de disponibilité des outils pour pouvoir les regarder. Donc, ils sont publiés dans l'article. Pour GDF3, le dosage pour l'instant n'est pas très stable. Donc, on est en train de travailler avec les équipes de biochimie notamment pour avoir une capacité d'avoir du dosage stable pour en faire un biomarqueur. Donc, ça, vous voyez que notre espoir, c'est de pouvoir avoir un dosage précoce et pour pouvoir prédire la réponse fibrotique à distance. Est-ce que ça s'étend au-delà du cœur et est-ce que c'est un mécanisme qui peut aussi concerner la fibrose rénale, la fibrose hépatique, la fibrose pulmonaire? C'est aussi une autre question qu'on est en train de se poser. Il faut en fait avoir à disposition un certain nombre de biobanques et de collections biologiques pour pouvoir le tester et avoir un dosage stable. Voilà, donc ça, c'est là où on en est à l'heure actuelle. D'accord, merci. Il semblerait qu'on n'ait pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que vous avez des points que vous aimeriez préciser pendant les 3 minutes qui vous restent? Ah bah non, il n'y a pas de souci. Je vais même donner les 3 minutes à Marie. De toute façon, je m'excuse car je dois me déconnecter pour participer à un bureau de CMEL. Et donc, je ne vais pas pouvoir écouter la présentation de Marie. Et voilà, c'est le seul point. Je m'excuse, Marie, tu me raconteras tout ça. Non, Bah, on Vous aurez t'invitera. l'occasion de la revoir en replay, hein, de toute façon. Voilà. Bonjour à tous, n'hésitez pas. Eh ben, parfait. merci beaucoup, professeur Hulot, pour votre Merci. participation. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Merci.